On va commencer, 17h pile. Hop. Donc, globalement, il a demandé d'introduire ce staff sur les hémorragies digestives. On va globalement inviter un radiologue, un animateur s'ils peuvent se libérer, et Déborah qui est connectée, une gastro-entérologue qui travaille avec nous. Moi, je vais faire un petit topo d'orientation clinique devant les hémorragies digestives, surtout pour les externes connectés et les deux qui sont dans la salle. Donc, globalement, aux urgences, ça nous intéresse quand même, les hémorragies digestives, parce que c'est une cause fréquente d'admission aux urgences et elle est potentiellement grave, notamment les hémorragies digestives hautes qui sont liées à l'hypertension portale. Il peut y avoir jusqu'à 30% de mortalité. Nous, notre travail aux urgences, c'est de faire cette évaluation du patient, un premier bilan clinique et biologique, et ensuite c'est surtout un travail de coordination des différents spécialistes qui vont venir nous aider à la prise en charge, notamment avec les endoscopistes, les radiologues, les réanimateurs et les chirurgiens, tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe pour le patient. Les hémorragies digestives hautes sont plus fréquentes que les hémorragies digestives basses et, donc, je vous dis, une mortalité bien plus élevée. On a 3 cas nosologiques pour les hémorragies digestives en général, soit elles sont œsogastrodiodénales, qui sont globalement regroupées cliniquement par les hémorragies digestives dites hautes et les hémorragies digestives coliques et gréliques qui sont regroupées par les hémorragies digestives basses, qui sont globalement ça saigne sous l'angle des traits. Cliniquement, comment ça se remonte? On les retrouve soit par une hématémèse, donc ça prévaut une orientation 100% avec une hémorragie digestive haute, soit un méléna, avec une plutôt orientation hémorragie digestive haute, mais elle peut être également basse, et les rectorragies plutôt d'orientation hémorragie digestive basse, sauf quand elles sont liées à des chocs hémorragiques où il faut faire attention, elles peuvent venir de plus haut. La quatrième présentation clinique, on a quand même très souvent au circuit long aux urgences, c'est la découverte d'une anémie ferriprive, et ça ne prévaut pas d'une localisation haute ou basse. Donc, 4 questions qu'on se pose. Est-ce qu'on confirme bien cliniquement que c'est une hémorragie digestive? Quel type d'hémorragie c'est? Quelle est la cause? Quelle est la gravité? Et ensuite, quel traitement on fait? Globalement, il faut faire attention au diagnostic différentiel. C'est soit c'est pas du sang, on se fait souvent avoir la nuit sur des vomissements de vin rouge, il faut bien faire attention. De betterave, c'est plus anecdotique, ou des vomissements fécaloïdes, où vous avez les infirmières qui viennent vous dire ça saigne, en fait ça saigne pas. On mange plus souvent de la betterave qu'on boit du vin rouge. Pas pour moi. Ou au contraire, c'est plutôt ambiance, on croit que c'est du méléna, sel noir. En fait, c'est juste de la supplémentation pour une part de fer. Donc, bien interroger les patients plutôt que foncer tête baissée dans le diagnostic d'hémorragie digestive. Petite astuce, les infirmières des urgences connaissent bien. Un petit peu d'eau oxygénée, ça mousse, ou vous êtes sur du sang. Ça ne mousse pas, vous êtes plus sur du sang. Il y a des hémorragies également qui ne viennent pas du tube digestif, mais plutôt pulmonaire, c'est l'hémoptysie, soit effort de tout, ou des épistaxis, c'est déglutis. Il faut bien faire attention et bien interroger le patient et faire gaffe au ce que j'appellerais le diagnostic de couche. C'est-à-dire, vous regardez la couche, il y a du sang, vous pensez que c'est digestif. En fait, c'est gynéco ou voire urinaire. Donc, bien faire attention. Donc, une fois que vous avez votre diagnostic clinique, vous posez hématémèse, méléna ou rectorragie et vous allez faire votre orientation étiologique sur votre présomption clinico-biologique et ensuite confirmer avec l'endoscopie.
La prévention biologique, clinico-biologique, donc vous faites sur les antécédents, les facteurs de risque d'hémorragie digestive, qui sont divers, on va les voir en détail. Sur l'examen clinique, donc bien rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire, hypertension mentale, de décompensation d'hématoacytique. Et biologiquement, vous retrouvez ces signes d'insuffisance hépatocellulaire, hypersplénisme et du stigmate d'alcoolisme chronique. Globalement, vous avez deux grands cadres d'hémorragie digestive haute, soit liés à l'hypertension portale, donc prédominée par les ruptures de la varices œsophagienne, soit non liés à l'hypertension portale, la maladie ulcéreuse ou les gastrites et les autres étiologies un peu plus anecdotiques. Donc pour les facteurs de risque principaux du ulcère gastro-duodénal, vous avez les antécédents, l'antiagrégation placataire et surtout un point important pour vous, c'est les antécédents d'infection Helicobacter pylori qui auraient été mal ou pas éradiqués. Pour les facteurs de risque liés à l'hypertension portale, soit vous avez un antécédent de rupture de varices œsophagienne ou de cirrhose ALC, et globalement, vous savez qu'il a une hypertension portale et il vous raconte que soit il a continué à boire, soit qu'il a arrêté ses traitements, notamment bêta-bloquants. Pour les hémorragies digestives basses, il y a plusieurs étiologies en fonction de là où se trouve la lésion, que ce soit les anales, rectales, querelles, mais la plupart du temps, dans 80% des cas, c'est colique. Pour ça, pour chacune de ces étiologies, elles ont elles-mêmes des facteurs de risque particuliers à rechercher chez nos patients, notamment pour la colite ischémique, c'est en ambiance plutôt personnes âgées, plutôt des gros facteurs de risque cardiovasculaires. Et souvent, vous allez avoir un contexte un peu comme un facteur déclenchant de pandémie cardiaque, de F1 non antithyroïdé ou un état septique, par exemple, qui serait prothrombogène. Donc, bien faire attention à ça. Pour les saignements plutôt polypes, cancer colorectaux, vous aurez des antécédents familiaux personnels de polypes ou de cancer, une dégradation de l'état général et de perte de poids. Pour les ambiances plus toxiques, attention aux ANS, différentes chimiothérapies. Et pour les colites infectieuses, soit de l'ETIAC, soit d'une post-anticothérapie, avec notamment pour les Klebsiella oxytocin. Vous avez entendu parler des colites à Clostridium. Normalement, ça ne donne pas de sang, ça donne une diarrhée, ça ne donne pas de sang à l'intérieur. Pour les rectocolites, les maladies de Crohn, vous aurez une ambiance qui soit personnelle, soit familiale, souvent plutôt adultogène. Donc, une fois que vous avez fait cette présentation clinique et biologique, un des seuls examens qui va vous donner une réponse, confirmer votre diagnostic, c'est l'endoscopie. Le deuxième gros avantage de l'endoscopie, c'est qu'elle va être également souvent thérapeutique. Donc la question qu'on se pose, ou les questions qu'on se pose à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que néphrogénie versus coloscopie versus rectosig, à quel moment? Est-ce qu'on peut attendre un peu? Est-ce qu'on n'attend pas? Et dans quelles conditions on le fait? Est-ce qu'on le fait au niveau vigile? Est-ce qu'il faut l'intuber, le passer en réa? Et est-ce qu'on a le temps de faire une préparation correcte? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Si on n'a pas le plateau technique, ou si on ne peut pas le faire parce qu'il est trop instable, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres imageries qu'on pourrait éventuellement faire? Ce sera l'objet d'un topo tout à l'heure. Globalement, la dernière étape, c'est le diagnostic de gravité, donc, qui est surtout évalué sur le risque de récidive, de décès, et on va globalement regarder les formules tension
hémorragie, ce sera des scores endoscopiques, et notamment pour les hémorragies liées à l'hypertension portale, le grade de BO, et pour les ulcères gastro-œsophagaux, par exemple, le grade de Forest, vous devez connaître. Et pour les hémorragies digestives hautes, globalement, il y a 2 scores que vous pouvez utiliser, le score de Rocal ou de Glasgow-Blatchford, avec l'avantage du score de Rocal qui reprend des constatations endoscopiques, qui est un peu plus, on va dire, qui est utilisé depuis plus longtemps et qui a un peu plus validé. Il y a eu un essai dans l'intérêt de Glasgow, le score de Rocal modifié, pré-endoscopie, qui n'a pas été encore validé, qui serait utile pour nous aux urgences, qui serait 100% en clinique. Deuxième score, le Glasgow-Blatchford, il est clinico-biologique seul, et ça a un intérêt surtout pour nous quand il est égal à 0. Vous avez un score de Glasgow-Blatchford à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de transfusion, il n'y a pas besoin de traitement endoscopiste, il n'y a quasiment pas de risque de traitement, de récidive de l'hémorragie digestive, et il n'y a pas de décès dans les données. Ça veut dire pour nous, aux urgences, on les différer les traitements, notamment les explorations endoscopistes, et du coup faire sortir sans problème les patients des urgences. Je vais passer la parole donc, à Déborah, qui est gastro-entérologue et qui va nous parler, il me semble, plus spécifiquement du traitement médicamenteux et endoscopiste, c'est ça, dans le cadre des hémorragies digestives qui n'ont pas de signe de gravité. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc Déborah Assite, je suis une des gastro-entérologues de Lariboisière. Et donc, effectivement, je vais vous parler un peu plus du traitement médical et endoscopique. Bon, il y a peut-être quelques petites choses un peu redondantes, mais c'est pas grave, c'est toujours bien de répéter. Donc, comme je disais, bien faire attention à l'évaluation initiale chez les patients. Donc, bien connaître le terrain, s'ils sont éthyliques, cirrhotiques, s'ils prennent des antiagrégants, s'ils prennent des bêta-bloquants, parce que ça joue aussi dans la prise des constantes. Faire le toucher rectal systématique, parce que bon, des fois, ce n'est pas évident pour eux. Est-ce que c'est du sang rouge, noir, donc toucher rectal. La prise en charge initiale aux urgences, elle est vraiment très importante pour la suite de la prise en charge du patient. Toute hémorragie digestive, au début, doit être en tout cas surveillée de près, scopée, donc soit dans les salles de déchets en général, ou parfois en salle de réveil, pas techniqué, donc qu'ils aient 2 voies veineuses, un remplissage qui soit mis d'emblée à jeun. Bien penser aussi à ce qu'ils aient un groupe résus systématique. Même si l'hémorragie initiale ne vous semble pas très importante, ils peuvent se dégrader ou refaire une hémorragie et donc on est toujours plus à l'aise quand tout le bilan a été fait en amont. Il faut qu'il soit transfusé selon évidemment sa numération avant tout geste endoscopique. Et donc les objectifs, ce sont une hémoglobine supérieure à 7 grammes pour pouvoir faire une fibroscopie, voire idéalement supérieure à 10 grammes chez les patients qui ont une cardiomyopathie ischémique. Attention, chez les cirrhotiques, il faut qu'ils soient au-dessus de 7 grammes, mais sans trop monter. Donc, on dit que c'est entre 7 et 8 grammes, pas plus, parce que à mettre du coup trop de sang, vous risquez de faire gonfler, enfin de gorger de sang les varices œsophagènes qui risquent de saigner encore plus. Donc, cela, il ne faut pas se précipiter forcément sur la transfusion. L'objectif, c'est entre 7 et 8 grammes. Pour tout patient qui vient pour une hémorragie digestive, enfin une suspicion d'hémorragie digestive haute, on met les IPP d'emblée, on ne se pose pas de questions. Donc c'est un bolus de 80 mg et ensuite 8 mg/h à la seringue. Pour la sandostatine, là c'est pas systématique, mais il faut savoir y penser. Tous les patients
qui, pour vous, peuvent avoir une cause d'hypertension portale, donc évidemment le patient éthylique, cirrhotique, mais aussi les patients qui ont une maladie hépatique chronique, notamment des métastases hépatiques d'une tumeur, peuvent aussi avoir de l'hypertension portale. Et donc, chez ceux-là, on va d'emblée mettre de la sandostatine à la seringue. La dose habituelle, c'est 25 microgrammes heure. Si ça saigne vraiment beaucoup, on peut monter jusqu'à 50. Donc, quand faire le traitement endoscopique? Donc, demander l'endoscopie pour l'étiologie et le traitement. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a le patient qui est instable, ça on va en reparler dans un second topo, mais globalement, ceux-là, on va leur faire une endoscopie dès que possible, dès que le patient est techniqué par nos collègues urgentistes ou réanimateurs. Donc, s'ils sont instables, le malaise est un signe de gravité pour l'hémorragie digestive, hein, même s'il vient sur ses deux jambes, le fait d'avoir, par exemple, fait une hématémèse avec malaise, ça signe quand même une hémorragie assez importante. Des rectorragies abondantes, même chose, probablement une hémorragie plutôt haute, et donc on va aller assez vite. Ou un saignement actif avec une hémoglobine très basse, un mauvais rendement transfusionnel. Tout ça sont des facteurs qui vont vous dire qu'il faut quand même aller assez rapidement au traitement endoscopique. Pour les autres, les patients qui sont stables, les études montrent qu'on a 24 heures pour faire cette endoscopie, qu'il n'y a pas de différence dans la morbimortalité à 1 mois après cette hémorragie digestive, quand on a fait l'endoscopie dans les 3 heures ou quand on l'a fait dans les 24 heures. Donc, le message, c'est on a le temps, il faut bien le techniquer, le remplir, le transfuser, le laisser à jeun. On peut se permettre d'attendre quelques heures ou le lendemain matin pour faire cette endoscopie. Attention tout de même, le patient cirrhotique, on est toujours un petit peu plus vigilant parce que ce sont des patients très fragiles qui peuvent vite se dégrader sur le plan hépatique et surtout ce sont des hémorragies qui peuvent être assez brutales sur les ruptures de varices œsophagiennes. Donc là, on est un petit peu plus restrictif et on dit plutôt qu'il faut que ça soit fait dans les 12 heures. Donc comment? Donc c'est avec le gastro-entérologue, avec une infirmière formée en endoscopie qui est là pour faire l'aide opératoire. Il faut qu'il ait eu de l'érythromycine 250 mg en IVD sur environ 30 minutes et on dit globalement 60 minutes avant le geste pour bien évacuer au maximum le sang qui est encore présent dans l'estomac pour faciliter le geste. Il faut que le patient soit, dans la majorité des cas, intubé. Ça, c'est si vous avez un risque d'estomac plein. Donc, un patient qui est évidemment instable ou qui a une hémorragie active, ce sera intubé. Une hématémèse, une rupture de VO, ou s'il y a des troubles de conscience et d'agitation. Le patient qui a saigné, mais la veille, qui ne saigne plus, qui a une hémoglobine stable et qui est orienté, on pourra éventuellement le faire du coup en vigile sans intubation orotrachéenne. Et avant de faire la fibroscopie, il faut évidemment que le patient soit stabilisé, ça c'est très important. On ne se précipite pas sur la fibroscopie si le patient n'a pas été transfusé ou il est encore instable sur le plan hémodynamique. Alors ça, je vais passer vite parce que du coup, on en a déjà parlé juste avant. Effectivement, ce score, il est validé, il n'a surtout d'intérêt que pour faire sortir le patient des urgences sans passer par l'endoscopie pendant l'hospitalisation, donc que si son score est égal à 0. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez aucun risque de saignement digestif grave, de décès, et même quasiment pas de traitement endoscopique. Vous voyez qu'il faut être globalement jeune, avec une hémoglobine parfaite, une tension parfaite. Typiquement, c'est le patient qui vient pour un petit épisode d'hématémèse après des vomissements, qui a un simple malorivice, qui n'a pas du tout déglobulisé, qui va très bien. Celui-là, vous pouvez le laisser partir des urgences sans risque, évidemment avec une ordonnance pour faire une fibroscopie dans les 48 heures. Donc moi, je vais vous parler surtout de l'ulcère gastro-duodénal et de la rupture de VO parce que ce sont les deux causes les plus fréquentes d'hémorragie digestive haute et aussi les deux plus graves pour lesquelles il y a un traitement endoscopique efficace.
Donc, l'ulcère gastro-duodénal, une fois qu'on a stabilisé, qu'on a fait tout ce qu'on vient de dire avant, effectivement, on passe à la fibroscopie. Vous allez voir dans nos comptes rendus à chaque fois une classification de ces ulcères selon le score de Forrest qui vous indique le risque de récidive de saignement de cet ulcère. Ceux qui sont le plus à risque, ce sont ceux-là, les ulcères qu'on dit Forrest 1A, donc c'est avec, vous voyez là, une petite artère qui saigne en G. Ensuite, vous avez le saignement en nappe. Donc, bon, ce n'est pas des super images, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, vous voyez ici la nappe de sang qui s'écoule. Ensuite, le Forrest 2A, il n'y a pas de saignement actif, mais on voit bien le petit vaisseau visible qui ne demande qu'à saigner de nouveau. Ensuite, vous avez le clou plaquettaire. Et vous avez ces deux petites ulcères-là qui, là, pour le coup, ne vont quasiment jamais ressaigner. Il y a la petite tache pigmentée. Et puis là, l'ulcère Forrest 3, fond fibrineux qu'on vous décrit souvent, pour lequel on ne fait pas de traitement endoscopique parce que celui-là, il ne va pas saigner, il est déjà en cours de cicatrisation. Voilà, donc globalement, on se méfie du Forrest 1, A et B, parce que ce sont des saignements actifs, et du Forrest 2A, voire également aussi 2B, parce que ceux-là, vous voyez, ils peuvent quand même récidiver. C'est loin d'être rare, hein, parce que quasiment un patient sur deux qui a un Forrest 2A va récidiver, et le taux de mortalité n'est pas nul non plus, puisqu'il est de 10%. Donc, se méfier de ces patients qui peuvent parfois présenter très bien, mais qui sont à haut risque de récidive. Alors ça, je vais le faire plus rapidement, mais le traitement du coup endoscopique, donc comme je vous ai dit, ce sont les Forrest 1A à 2B, les deux autres, on les laisse tranquilles. Ça doit associer toujours deux techniques endoscopiques avec l'injection de sérum adrénaliné qu'on fait tout autour de l'ulcère, plus pose d'un clip ou alors électrocoagulation à la gold probe. Quand il y a un caillot adhérent, le mieux c'est de le retirer pour voir la lésion sous-jacente et la traiter. Et on a d'autres possibilités endoscopiques si jamais le sérum adrénaliné et le clip ne suffisent pas ou ne marchent pas. C'est l'hémospray, qui est une poudre hémostatique qu'on peut vaporiser sur toute la muqueuse quand ce sont des lésions un petit peu diffuses, ou le clip Ovesco quand les clips sont trop petits pour prendre la lésion. Donc, vous avez ce petit théorème là qui résume bien les choses. Pour tout patient qui vient aux urgences avec une situation d'hémorragie haute, on le met sous IPP d'emblée sans se poser de questions. Ensuite, on évalue sur le plan hémodynamique si c'est une hémorragie grave ou pas. Si c'est le cas, soit on fait la fibroscopie si c'est disponible, mais à la Riboisière, c'est toujours disponible. Et sinon, on verra avec les autres la prise en charge plutôt avec les radiologues. Si il est stable, et donc c'est une fibroscopie dans les 24 heures, et vous voyez, soit c'est un Forrest 2C ou 3, à ce moment-là, pas de traitement, et les IPP, on peut arrêter la seringue électrique, elle n'a plus de sens. Ce sont les IPP double dose matin et soir. Pour les autres qui sont à risque de saignement, évidemment, les IPP, on les maintient 72 heures à la seringue électrique, en plus du traitement endoscopique. Et on surveille le patient en cas de récidive. On peut refaire encore une fibroscopie ou passer d'emblée aux autres traitements possibles. Bon, ça, rapidement, c'est des petites images. Vous voyez, là, vous avez un ulcère qui saigne avec un caillot. On retire le caillot, on voit bien l'ulcère et on pose notre clip et après, tout va bien. Et là, c'est l'électrocoagulation. Donc, on lave et on brûle la lésion. Le clip Ovesco, bon, ça je vais passer rapidement. Et là, l'hémospray, c'est la poudre hémostatique qu'on peut mettre sur toute la muqueuse gastrique pour des lésions beaucoup plus diffuses. Une question importante, c'est le maintien des antiagrégants, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont âgés, qui sont sous cardégique au long cours, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on doit en faire. Donc ça, c'est vraiment bien statué pour tout patient qui vient pour une hémorragie digestive. Si le cardégique est en prévention primaire, parce qu'il est diabétique, hypertendu, mais qu'il n'a jamais fait d'accident ischémique, à ce moment-là, on arrête l'antiagrégation. On fait le traitement endoscopique et puis on rediscutera dans un second temps avec le cardiologue, le gériatre, s'il y a un intérêt à reprendre le cardégique et si oui, on le reprend en sortie d'hospitalisation.
Par contre, les patients qui ont le cardégique en prévention secondaire, donc qui ont déjà fait des événements ischémiques, même chose, il y a deux catégories. Soit il est porteur d'un stent, il a une double antiagrégation, il a un stent assez récent. À ce moment-là, on n'arrête pas la double antiagrégation antiplaquettaire. On estime que le risque thrombotique est plus important que le risque hémorragique et que le traitement endoscopique est quand même assez efficace pour pouvoir arrêter cette hémorragie. Donc, on fait le traitement endoscopique avec les IPP à la seringue électrique, mais on maintient l'antiagrégation. Et ensuite, c'est une discussion entre les cardiologues et les gastro-entérologues s'il faut éventuellement suspendre 48 heures si vraiment le saignement a été difficile à arrêter. Pour les autres, on fait le traitement endoscopique et on voit en fonction de ça qu'est-ce qu'on fait des antiagrégants. Si c'est un ulcère avec des signes d'hémorragie récente, donc les Forest 1 et 2, à ce moment-là, on va quand même stopper l'antiagrégant, mais qu'on va reprendre dans les 5 jours. Il ne faut pas qu'il n'ait plus de 5 jours d'arrêt du traitement, parce que là, le risque thromboembolique est plus important. Pour les autres, s'il n'y a pas du tout de signe de stigmate d'hémorragie récente et que l'ulcère est déjà en cours de cicatrisation, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à arrêter le cardégique. On le maintient en plus des IPP. Et dernière chose, je vais rapidement aussi vous parler de la rupture de varices œsophagiennes. Donc, comme je vous ai dit, ce patient-là, on les met systématiquement sous sandostatine à la seringue et ce traitement va être poursuivi en général 5 jours, même après le traitement endoscopique. Il faut qu'il y ait ensuite un relais par bêta-bloquant s'il n'avait pas avant. Il ne faut pas oublier l'antibiothérapie prophylactique chez les patients cirrhotiques à débuter le plus vite possible. Donc, dès son arrivée aux urgences, il faut qu'ils aient 1 gramme de C3G. Comme je vous l'ai dit, l'objectif hémodynamique est vraiment plus strict. C'est une hémoglobine entre 7 et 8 pas plus et une PAM à 65. Il ne faut pas qu'il soit hyper tendu parce que ça va davantage les faire saigner de leurs varices. Et ensuite, bon, ça, c'est plutôt le gastro qui s'en occupe, mais une nouvelle séance de ligature à 1 mois. Donc là aussi, il y a un schéma très clair pour la prise en charge des varices œsophagiennes. Donc, tout de suite, dès que possible, la sandostatine en plus des IPP, parce que même les cirrhotiques peuvent faire des ulcères, l'antibiothérapie prophylactique et éventuellement la transfusion, la fibroscopie plutôt dans les 12 heures au lieu de 24 heures, et en cas de rupture de varices œsophagiennes, la ligature. Et ensuite, bon, le reste, c'est plutôt le gastro-entérologue qui discute TIPS ou pas TIPS, ça vous concerne un peu moins. Le gastro-entérologue va plutôt favoriser de la colle. Dernière chose, l'orientation post-fibroscopie. Qu'est-ce qu'on fait de ce patient-là? Est-ce qu'on le laisse dans un coin? Est-ce qu'on le met forcément en réa? Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une indication quand même à une surveillance scopée en soins intensifs pour ces malades pour au minimum 24 voire 48 heures s'ils ont des critères de morbi-mortalité qui vont dépendre de l'âge, de risque de récidive hémorragique. Donc, les patients qui ont un ulcère Forest 1 ou 2A sont à risque élevé de récidive hémorragique. Et donc, ceux-là, on va au moins 24 heures les surveiller en USC ou en salle de réveil. Et un dernier mot pour l'hémorragie digestive basse, pour savoir justement quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Donc, en cas de signe de gravité dont on a parlé tout à l'heure, le retentissement hémodynamique ou les rectorragies sévères ou le patient cirrhotique dont on se méfie toujours, et ben là, on va quand même demander en premier la fibroscopie avec toute la prise en charge dont on a parlé auparavant. En cas d'hémorragie, par contre, non grave, avec une hémoglobine qui a baissé mais qui n'a pas non plus chuté de manière vertigineuse et pour lequel on va plutôt suspecter une cause basse, l'indication, c'est la coloscopie et non pas la rectoscopie dans les 12 à 48 heures selon la préparation et les places disponibles. Donc, ça, c'est à voir avec le gastro-entérologue. Les indications de rectoscopie sont finalement vraiment très rares,
principalement la forte suspicion de colitis ischémique, parce que ça, on fait rapidement le diagnostic avec la rectoscopie. Autrement, c'est surtout une coloscopie complète, parce qu'on ne peut jamais savoir, même si on voit quelque chose dans le rectum, s'il n'y a pas une autre lésion qui saigne plus haut. Donc, c'est toujours un peu embêtant et on préfère leur faire une coloscopie d'emblée, évidemment, dans la mesure du possible. Voilà, donc je pense que ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Qu'il faut bien évaluer la gravité, bien techniquer le patient, mettre les IPP plus ou moins à la sando et faire la fibroscopie dans les 24 heures et se poser toujours la question des antiagrégants. Est-ce que je prends un risque en les arrêtant ou est-ce que je peux le poursuivre? Merci. Merci beaucoup, Déborah. Juste une question d'Ilma. Est-ce qu'on peut toujours mettre de la norfloxacine en prévention ou que de la C3G? Alors, la norfloxacine, normalement, c'est pour la prévention secondaire. Donc, le traitement pendant l'hémorragie digestive, c'est C3G. Merci beaucoup. De rien. Il y a d'autres questions dans la salle? On va passer au docteur Guérache. Merci beaucoup, Déborah. De rien. Alors, il faut partager. Le docteur Guérache, qui est radiologue à la Rivoisière, qui va nous parler du coup des alternatives d'imagerie pour l'hémorragie digestive et ensuite les indications de l'embolisation. Ok, je suis docteur Guérache, bonjour tout le monde. Je suis docteur Guérache, médecin radiologue viscéral, et je participe à l'activité interventionnelle de mon service. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu de la place de l'imagerie dans le diagnostic des hémorragies digestives et la prise en charge radiologique. On va un peu passer quelques diapos, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit déjà tout à l'heure. Il y a deux types d'hémorragies digestives, des hémorragies digestives hautes qui représentent environ 80% des hémorragies digestives et des basses qui représentent 20%. Ça se manifeste uniquement avec des hématémèses et myéléna pour les hémorragies digestives hautes, voire rectorragie pour les hémorragies digestives très graves. On peut avoir une hémorragie digestive haute qui se manifeste par des rectorragies quand le saignement est très important. Le saignement est en rapport, comme mon collègue m'a dit tout à l'heure, avec des lésions en amont de l'angle de traite pour les hémorragies digestives hautes. Et le diagnostic étiologique précis est posé la plupart du temps, dans 95% des cas, par l'endoscopie et qui permet en même temps le traitement. Et comme l'a dit ma collègue, l'idéal, c'est qu'elle soit réalisée dans les 24 heures et l'idéal que ça soit réalisé au moment du saignement. Le principal, il faut savoir chercher des facteurs de risque, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, les terrains, les patients coronaropathes, les sérotiques et les anticoagulants. Les bases, ils sont moins fréquents, ils sont 5 fois moins fréquents que les hémorragies digestives hautes. Elles se manifestent par des rectorragies des mélénas et ils sont en rapport avec des lésions qui sont en aval de l'angle de traite, c'est-à-dire des lésions qui intéressent l'intestin grave, le côlon et le rectum. L'origine colique est majeure dans 80% des cas. Et la prise en charge est moins bien codifiée que les hémorragies digestives hautes. Pourquoi c'est important? C'est une pathologie qui est très fréquente, c'est une pathologie qui est grave. Il faut savoir que dans 3 à 10% des cas, la mortalité est élevée et qui peut arriver jusqu'à 30%, 40% des cas pour les gens qui ont des facteurs de comorbidité. Et la mortalité est liée surtout au risque de ressaignement. Alors, c'est quoi le rôle de l'imagerie? Alors, l'imagerie a un rôle clé dans toute la prise en charge, du diagnostic jusqu'au traitement. La première chose, c'est que l'imagerie permet de localiser, on va voir l'indication de l'imagerie par rapport aux différents types d'hémorragie digestive. Elle permet de localiser le saignement actif. Elle permet de diagnostiquer ou de donner un diagnostic étiologique. Elle va permettre de traiter dans certains cas. Et tout ça nécessite une approche multidisciplinaire. On est là pour ça, urgentiste, réa, gastroentérologue, radiologue et chirurgien. Pour les hémorragies digestives hautes, l'examen de référence, on vient de le dire, c'est l'endoscopie. C'est l'examen de référence pour les hémorragies digestives hautes. Elle peut déterminer l'origine du saignement dans la plupart des cas. Et dans la plupart du cas, permettre de faire un traitement local qui peut être suffisant.
Les étiologies, on va aller rapidement. La principale étiologie, c'est les anomalies ulcéreuses, que ce soit gastro-duodénale, et les complications hémorragiques, l'hypertension portale, la type de rupture de varices œsophagiennes. Les autres étiologies, elles sont un petit peu plus rares, les œsophagites, les gastrites et les tumeurs. Je passe sur la classification. On a tout dit, mon collègue a tout dit pour la classification. Il faut juste savoir qu'il y a des lésions qui sont à un risque élevé, surtout de récidive de renseignement. L'apport de l'imagerie, d'examen de référence, c'est le scanner. Cet examen pour les hémorragies digestives hautes doit être fait en cas d'échec de l'endoscopie et peut être fait en première intention à condition que l'hémorragie est liée à un contexte particulier, surtout le contexte post-opératoire digestive ou le contexte de pancréatite, puisque l'endoscopie, les complications vasculaires de pancréatite en endoscopie, on est un peu limité, mais on peut proposer le scanner dès le premier coup si on a un contexte de pancréatite grave, un contexte de post-opératoire. Il est sensible dans plus de 80% des cas et il permet le diagnostic étiologique dans 80-85% des cas. Premier message, puisqu'il faut sortir quand même avec 2-3 messages de ce topo. Premier message, c'est que le seuil de détection de l'angioscanner actuellement est de 0,3 cc par minute de saignement versus 0,5 cc par minute pour l'artériographie. Aucune indication à l'artériographie pour le diagnostic. Le scanner est supérieur, l'artériographie est réservée pour la prise en charge thérapeutique. Il faut faire vite, mais tout en stabilisant. Il faut prendre un patient au scanner qui est stabilisé. Je ne vais pas dire stable, mais stabilisé, puisque la plupart du temps, ils sont stables. Il faut d'abord les stabiliser. Il vaut mieux faire le scanner durant l'épisode aigu de saignement. En fait, dans les hémorragies digestives hautes, on a un problème d'intermittence. C'est des saignements qui sont intermittents. Si on est entre les deux phases, on risque de ne pas démasquer un saignement. Idéalement, c'est de travailler en groupe et d'essayer de stabiliser rapidement le patient. S'il est en train de saigner, immédiatement après l'endoscopie, c'est le gastro-entérologue, l'endoscopiste, il nous dit qu'il y a beaucoup de sang, il est en train de nager dans une mare de sang, il n'arrive pas à avoir le saignement. S'il est gentil avec nous, il va trouver une zone, il met un clip, et, on le prend en scan, on le prend directement en salle vasculaire. Alors, le protocole d'examen, je vais être simple, puisque je vois qu'il y a des externes. Il faut faire ce qu'on appelle les examens multiphasiques. Il faut d'abord faire un sans contraste, je vous dirai pourquoi. Il faut faire une acquisition après injection de produit de contraste avec un temps artériel et un temps portal. Deuxième message, il faut injecter un produit de contraste qui est assez concentré en iode. Il faut injecter au minimum 1,5 cc par kilo avec un débit assez important. Ça, c'est mon deuxième message. Il faut que le patient, quand il arrive dans le scanner, il a une voie d'abord qui va permettre d'injecter des produits de contraste. Je le dis, hein, puisque de temps en temps, en hémorragie digestive grave, il y en a une voie d'abord au niveau de la main qui ne va pas permettre d'injecter ce qu'il faut. Et on va passer à côté d'un saignement actif pour aborder. Alors, je vous montre juste, j'ai dit qu'il ne faut pas baliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un balisage digestif, il ne faut rien donner à boire. De temps en temps, on faisait des scanners avec ingestion de produits de contraste par voie orale. Il faut proscrire ça pour les hémorragies digestives. Il ne faut pas donner de l'eau pour diluer, comme les entéroscanners et les scanners à l'eau, pour deux choses. Quand on donne un produit de contraste positif, c'est un saignement, c'est du blanc. Avec du blanc, on ne va pas le voir. Et quand on donne un produit de contraste, quand on donne un balisage négatif, c'est-à-dire de l'eau, c'est un saignement, il va être dilué dans l'environnement liquidien et on peut passer à côté d'une hémorragie digestive active. Alors, deuxième chose, pourquoi le passage sans contraste? Le passage sans contraste, puisqu'il va détecter des anomalies spontanément hyperdenses qui ressemblent à du sang. Et si on ne fait pas le sans contraste, et dans cet exemple, on voit ici l'acquisition injectée, et on voit ici une hyperdensité à côté d'une paroi colique, on va dire peut-être que c'est une diverticulite ou un diverticule qui saigne. C'est la première cause des saignements des hémorragies digestives basses. Et si on regarde le scanner, l'acquisition non injectée, on voit bien qu'il s'agit d'une hyperdensité, il s'agit d'un corpolite, c'est des selles anciennes, comme des stercolites dans les appendicites. Il s'agit d'une petite image spontanément hyperdense. C'est des patients qui sont âgés, de temps en temps ils sont opérés, il y a des clips, il y a des choses métalliques, il y a des fils de suture. Il faut toujours faire une acquisition sans contraste avant. Une acquisition artérielle, une acquisition portale, puisqu'il y a une certaine cinétique, quand il y a un saignement actif, il y a une certaine cinétique de saignement. Sur le temps artériel, vous voyez ici, il y a le contraste dans la bifurcation aortique, ça c'est la veine qui n'est pas opacifiée, on est vraiment en temps artériel précoce.
On voit ici sur le colonne gauche, il y a un saignement actif avec une fuite de produits de contraste qui est là. Et sur l'acquisition un petit peu plus tardive, quelques secondes après, on voit bien la majoration, ce que signe un saignement actif qui se majore dans le temps. Quelques exemples. Ici, je vous montre une image, un saignement actif au niveau du bulbe duodénal. On voit bien la fuite de produits de contraste. Sur des reconstructions coronales avec des reconstructions vasculaires, on voit bien qu'il y a du contraste dans la lumière du tube digestif, dans le bulbe duodénal. Et l'artériographie a montré une fuite de produits de contraste sur une branche d'une artère gastro-duodénale qui a été embolisée après tentative endoscopique, malgré une sclérose endoscopique qui n'était pas efficace. Et le traitement, c'était une embolisation sélective de cette branche de l'artère gastro-duodénale. Okay. Parmi les autres causes, je vous montre juste un exemple, puisqu'il n'y a pas que l'ulcère, il y a des choses qui peuvent saigner. Ici, on voit bien qu'il y a un processus occupant dans le duodénum, dans la jonction D2, D3. On voit bien qu'il y a une masse ici qui bombe à l'intérieur, qui prend le contraste d'une façon très importante et qui saigne activement après injection de produits de contraste. Sur l'artériographie, on voit bien qu'il y a un blush vasculaire, c'est-à-dire des petites images de vaisseaux anormaux avec des petites fuites actives de produits de contraste. Et il s'agit d'une hémorragie digestive haute sur une tumeur stromale duodénale. Juste un truc qu'on ne fait pas, puisqu'on n'a pas le temps de le faire et on n'a pas accès. Il faut savoir que l'examen qui peut détecter un saignement vraiment de bas débit à un seuil de 0,1 ml par minute, c'est la scintigraphie aux hématites marquées, mais en cas d'urgence, impossible de faire ça. En plus de ça, l'imagerie n'est pas très... ça peut détecter, mais l'interprétation est un peu difficile. L'intérêt d'embolisation digestive dans les hémorragies digestives hautes. Et il faut savoir qu'après discussion avec les endoscopistes, avec les réa, les urgentistes, les chirurgiens, après une tentative d'endoscopie, peut-être même une deuxième tentative d'endoscopie, l'embolisation est indiquée de façon à sa place, une place très importante dans la prise en charge de ces patients, avec un taux de succès clinique de plus de 70% et un succès clinique de 63-97%. On va voir une petite stratégie diagnostique devant les hémorragies digestives hautes avec l'étiologie la plus fréquente, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Alors, l'embolisation est indiquée, c'est l'échec de traitement endoscopique. Il faut savoir que de temps en temps, on peut revenir une deuxième fois en endoscopie pour essayer de faire des choses, pour essayer de proposer d'autres traitements, comme ma collègue l'a dit, d'autres méthodes thérapeutiques. Et si à échec, l'endoscopiste il nous appelle et nous dit écoutez, ça saigne, je ne sais pas où ça saigne, mais je n'arrive pas à traiter, ça saigne en continu. Alors ici, juste un troisième point, le scanner, s'il n'est pas disponible, si on ne peut pas faire le scanner, il y a des choses, il y a quelque chose, il y a une intervention sur la table de scanner, ça peut retarder des choses. Le scanner n'est pas indispensable, mais ne doit pas retarder un traitement par embolisation. Puisque dans les hémorragies digestives hautes, la plupart du temps, on a décidé du ulcère gastro-duodénal, la plupart du temps, c'est le duodénum qui saigne. Et c'est l'endoscopiste qui est gentil avec nous, il va mettre un clip. Et nous, on va emboliser l'artère qui est en regard de clip. La plupart du temps, c'est l'artère gastro-duodénale. Il faut savoir qu'on peut l'emboliser en empirique, même si on ne voit pas de saignement actif. Si on sait que c'est le site qui saigne, on peut emboliser cette artère, c'est-à-dire boucher cette artère. Et ça va permettre de réduire le taux de renseignement et de traiter les patients. Quelques exemples ici, après vous pouvez poser des questions, hein, puisque je sais que vous n'êtes pas familiarisé beaucoup avec les images d'artériaux. Ici, on a le transiliaque avec l'artère hépatique, l'artère splénique et l'artère gastro-duodénale. On voit bien qu'il y a le gastro-entérologue et la mère éclipse sur le site de saignement et que se projette en regard de l'artère gastro-duodénale et qu'on peut traiter par embolisation avec des coils et on la bouge complètement avec des coils selon la méthode qu'on appelle méthode de sandwich. Deuxième cas, même chose, clip, on regarde la gastro-duodénale. Ok, ça saigne ici et on bouche l'artère avec des coils et ça va permettre de réduire le taux d'incidive et de traiter les patients. Alors, un troisième cas où il y avait un ulcère de la face antérieure de bulbe, échec après 2 scléroses et pose de clip, et l'artère gastro-duodénale a été embolisée avec des coils et le patient a bien répondu après. Alors ici, je vous montre un autre cas où on n'a pas de clip, mais quand même, puisqu'on sait que le patient est sain de duodénal ou de duodénum, alors on embolise de façon empirique, même si on n'a pas de clip. Il n'y a aucun risque avec des coils,
peut-être en utilisant des particules un peu agressives, des microparticules qui peuvent être un nécrosant sur l'estomac, mais avec des coils. C'est une circulation qui a beaucoup de collatéralité d'anastomose. Il n'y a aucun risque. Il y a des cas décrits très rares de pancréatite ischémique, mais la plupart du temps, il y a un réseau assez important qui va permettre, en fait, le but, nous, c'est de réduire le flux du sang pour que le saignement s'arrête. Alors, je vous montre un cas qu'on a fait je pense il y a 1 an. C'est une patiente de Chir, je pense qu'il y avait, qu'on a diagnostiqué chez elle un cancer de la tête de pancréas, un petit peu en traitement palliatif avec des métals. Et on a posé chez elle, il y avait des voies biliaires dilatées, une prothèse métallique. Et la patiente a fait un état de choc hémorragique après. Et je vous montre la séquence de scanner, acquisition sans contraste, temps artériel et temps portal. Temps artériel, le contraste très fort dans l'aorte et temps portal dans l'aorte et les veines. Et ici, on voit bien qu'il y a un comblement un petit peu dense. Il faut savoir que la densité du sang, elle varie entre 30 et 60, qui est dense, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du liquide. Et sur le temps artériel, on voit bien une fuite de produits de contraste, une majoration du temps portal. Il s'agit d'une hémorragie digestive post-pose de prothèse biliaire métallique qui a quand même donné un état de choc. On l'a pris au vasculaire. Ici, le cathétérisme était un peu difficile puisque vous voyez que l'aorte, elle est complètement athéromateuse et c'est des sujets âgés. De temps en temps, à rentrer dans un transiliaque contre une artère mésentérique chez des patients qui sont âgés, c'est un peu compliqué puisque vous voyez quand même, il y a une couronne calcaire ici, c'est calcifié, les ostéas, ils sont très sténosés. J'ai utilisé ici une sonde un peu particulière pour pouvoir rentrer dans l'ostéum. Et on voit sur l'injection qu'il y a quand même une fuite active ici de produits de contraste. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un filet de produits de contraste qui descend ici. Après, on rentre d'une façon très sélective dans l'artère gastro-duodénale. On voit quand même la flaque du sang ici et le saignement. Et après embolisation, après coiling assez compact de la gastro-duodénale, le contrôle ne montre pas de fuite au niveau de la zone dentale. Un autre cas de REA ici, c'était un choc hémorragique sur une hémorragie digestive haute de grande abondance chez un patient assez âgé, je pense qu'il avait 90 ans, qui était hospitalisé pour une embolie pulmonaire massive sous anticoagulant. Et l'endoscopiste m'appelle, il me dit, écoutez, je ne vois rien du tout, vous allez comprendre pourquoi. Tout ça, c'est l'œsophage, on est dans le thorax, le caillou de sang, il n'y a plus du sang dedans, il est impossible qu'il voit le site de saignement. Par contre, je pense qu'il avait un doute sur une zone, il avait raison. Ici, sur le sang contraste, on voit qu'il a mis un clip sur le bas œsophage. Ici, sur le temps artériel, il y a le clip sur le bas œsophage, on ne voit rien du tout. L'intérêt des séquences tardives, on voit bien sous le clip qu'il y a une petite formation, si vous la voyez ici, qui ressemble au contraste de l'aorte. Il s'agit d'une petite image d'addition, et on a dit qu'il y a un foyer de saignement là-bas, qu'on voit ici, juste sous le clip. Ici, il y a une petite formation ici, une petite boule, et il s'agissait très probablement d'un fond anévrisme. On l'a pris rapidement en artériaux. On voit ici un cathétérisme de transiliaque et après cathétérisme de l'artère gastrique gauche. C'est de bas aux œsophage, ce n'est pas la gastro-duodénale, ce n'est pas l'estomac et ce n'est pas le duodénum. Il faut cathétériser l'artère gastrique gauche. On a cathétérisé l'artère gastrique gauche et après l'injection, on voit bien qu'il y a un petit vaisseau qui vient ici, juste sous le clip. Il y a une image ici de contraste. Après, on réalise des séquences un peu, des orientations différentes pour voir bien qu'il s'agit d'un fond anévrisme qu'on a traité. On a mis un coil ici dans une branche, dans une grosse branche de la gastro-duodénale pour ne pas, puisqu'il faut traiter, quand même, il y a un trajet assez tortueux pour arriver à colmater ça. Il faut utiliser d'autres produits d'embolisation, entre autres, soit les microparticules, l'IBI ou les cols. Alors, pour que ces microparticules et coils qui sont très nécrosants ne passent pas dans les branches de la petite courbure. Alors, ce qu'on a fait, on a protégé l'artère gastrique gauche avec un coil ici, et après, on a injecté de la colle, et vous voyez bien la colle qui passe ici, et qui a plus de fond anévrisme au regard de clip endoscopique. On passe rapidement aux hémorragies digestives basses. Je vais essayer de faire la même chose, de diagnostic au traitement. La chose la plus importante à savoir, c'est que dans les hémorragies digestives basses, faire une endoscopie chez des patients qui sont mal préparés, c'est un peu compliqué. Surtout s'il y a des saignements importants, je ne pense pas qu'il va
pour répondre à mes collègues endoscopistes, est-ce qu'ils peuvent voir des choses. L'examen de première intention et le scanner, quand le patient est sain de façon très abondante. Il faut faire le scanner le plus rapidement possible chez un patient, bien sûr, stabilisé. À réaliser en urgence, toujours, durant l'épisode aigu, c'est très important. Si on veut démasquer un saignement et le voir, il faut prendre le patient quand il saigne. Selon le protocole triphasique, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça permet le diagnostic topographique, l'entrée et l'extravasation du produit de contraste et le diagnostic surtout physiologique. Rapidement, sur les étiologies des hémorragies digestives devenant la plupart du temps, c'est les diverticulites, coliques qui saignent. On peut avoir des colites ischémiques, des lésions néoplasiques, et comme on peut avoir, ça c'est l'examen clinique, des hémorroïdes qui saignent, on a un contexte de post-polypectomie, il y a l'angiodysplasie. Par contre, dans certains cas, ils disent que l'hémorragie digestive est très importante, il faut penser à l'angiodysplasie en première intention, dans les hémorragies digestives massives, et après, il y a toujours les diverticulites et les causes néoplasiques. Juste un exemple ici sur une hémorragie digestive basse, et quand on fait le scanner, toujours en monde très basique, sans contraste artériel et portal, et un petit peu plus tardif si on peut. Et on voit bien sur le sans contraste, il y a quelque chose ici, un syndrome de masse dans le côlon sigmoïde, c'est un patient qui a un dos hypocollant, et on voit bien ici, il y a un processus bourgeonnant avec une fuite de produits de contraste, et il s'agit d'une hémorragie digestive sur une tumeur du sigmoïde. Ici, toujours sans contraste artériel et portal en reconstruction sagittale. On voit ici sur le sans contraste, il n'y a rien du tout. Sur le même niveau de coupe, dans une once intestinale iliale, on voit une fuite de produits de contraste ici, qu'on voit ici sur les reconstructions. Et il s'agit d'une hémorragie digestive basse sur une angiodysplasie buccale. Un autre exemple ici, un patient qui a été adressé pour hémorragie digestive basse modérée, et au scanner, on voit qu'il y a un processus ici, qu'il y a une formation nodulaire, une formation tissulaire ici, qui est collée aux intestins grêles. Sur la reconstruction, on voit bien que cette formation, elle est à développement exophytique extraluminal, mais collée à la paroi. Sur les reconstructions, on voit bien la fuite de produits de contraste, et il s'agit d'une hémorragie digestive basse sur une tumeur stromale de jugement. Alors, un autre cas où on voit bien, je ne vais pas montrer de son contraste et tout, mais ici on voit bien qu'il y a une fuite de produits de contraste dans le bâton sécal. J'ai mis cette image puisque c'est assez illustrative, parce qu'il faut faire des reconstructions vasculaires qui peut nous aider après à faire l'embolisation et nous orienter directement pour avoir plus de précision et être rapide dans la prise en charge. On voit ici une fuite de produits de contraste. Sur les reconstructions MIP vasculaires, on voit bien ici l'artère mésentérique, transiliaque, artère splénique, artère hépatique, la gastro-duodénale que je vous ai montré tout à l'heure, l'artère mésentérique, et on descend ici, il y a un vaisseau qui descend ici, ce qu'on appelle l'artère séco-appendiculaire, et le séco-appendiculaire qui va directement vers le site hémorragique, et c'est l'artère qui saigne. Dans l'embolisation des hémorragies digestives basses, il y a un chirurgien avec nous ici. Dans le côlon, il ne faut pas avoir peur de l'ischémie, puisqu'il y a des arcades. Mais le message, c'est que quand on embolise, on essaie d'aller avec des techniques de micro-cathéter et tout, le plus loin possible. Il ne faut jamais emboliser de façon proximale. Il faut aller le plus loin possible pour emboliser interrogatoire et éviter l'ischémie. De toute façon, il faut faire tout ça dans une enceinte où il y a un chirurgien, puisqu'on peut préparer le patient, on arrête le saignement et ce chirurgien peut reprendre le relais, puisqu'on peut faire des ischémies. Et le chirurgien, de toute façon, pour lui, ça sera facile, puisqu'il va voir la zone d'ischémie et va résiquer. Et il travaille dans des conditions où le patient ne saigne pas beaucoup, dans des conditions adéquates. Juste un dernier mot, cas particulier, je ne voulais pas le détailler, puisque c'est parmi la deuxième cause des hémorragies digestives hautes. C'est des hémorragies digestives sur complications hémorragiques d'hypertension portale. Chez les patients sérotiques, on ne va pas juste parler, je veux dire, deux mots. L'imagerie est indiquée pour le diagnostic, pour faire une cartographie et voir les varices, et cartographier des varices. On peut avoir des varices osogastriques, on peut avoir des varices gastriques et on peut avoir des varices ectopiques. La plupart du temps, c'est des varices osogastriques qui saignent, c'est des varices qui saignent à haut débit, et c'est des varices qui donnent des états de choc. Les varices gastriques qui saignent à bas débit, ils sont un peu difficiles à traiter. Je ne sais pas ce qu'on les traite de façon endoscopique, ça je peux pas vous dire, mais nous en radiologie, le traitement dans ces cas-là, quand il y a une hypertension portale avec une hémorragie digestive réfractaire,
c'est de mettre un TIPS, c'est une dérivation porto-cave, c'est de shunter la vascularisation veineuse de la vascularisation portale vers la veine suscipatique par une prothèse, par un stent ouvert, et ça va permettre de diminuer la pression, c'est-à-dire la pression, la tension portale, l'hypertension portale. Il y a des indications, je ne rentre pas dans les détails, mais les indications sont des hypertensions portales qui sont plus de 20 millimètres de mercure. Et surtout, on attend un résultat de baisser au-dessous de 12, même de plus de 50% de la pression initiale, qui va permettre de prévenir les hémorragies. Et il y a certains, c'est un sujet à débattre, il y a certains radiologues interventionnels qui demandent de traiter en même temps, durant la procédure. De temps en temps, quand on injecte à travers le shunt porto-cave, on peut visualiser les varices œsophagiennes. Et s'il y a des varices œsophagiennes qui sont visibles, on peut proposer de les traiter par la colle. Je vais juste vous donner à la fin un diagramme pour résumer tout ce qu'on vient de dire. L'hémorragie digestive haute, premier examen, la fibroscopie œsogastro-duodénale qui va permettre de diagnostiquer les muscles dans la plupart des cas. C'est l'ischia co-récidive. Si on est devant une hémorragie ulcéreuse, c'est l'embolisation. Si on peut faire un scanner pour une cartographie pour avoir un petit peu l'état vasculaire, c'est bien. Mais si on ne peut pas le faire rapidement, il faut passer directement en salle vasculaire. Pour les hémorragies digestives, des hémorragies sur complications d'hypertension portale, c'est le TIPS. Un petit point, quand on est dans un contexte post-opératoire immédiat, dans un contexte de pancréatite sévère, il faut faire le scanner abdominopelvien et va me montrer le site de saignement et ça va être traité soit par embolisation, soit par endoscopie ou chirurgie en discussion avec toute l'équipe. Pour les hémorragies digestives basses, nous, ce qu'on prend en charge, surtout des hémorragies digestives à haut risque, patients qui sont dans un état d'instabilité, saignement en cours et qui ont beaucoup de comorbidités. D'abord, il faut stabiliser les patients, les uréas. Mon collègue a dit tout à l'heure qu'on peut avoir des rectoragies sur des hémorragies digestives hautes quand ils sont de grande abondance. Il faut d'abord éliminer l'hémorragie digestive haute, c'est facile. Soit on fait l'endoscopie, soit on peut, soit on ne peut pas. Soit nasogastrique et on aspire et on voit ce qu'il y a du sang dans l'estomac. Okay. Si ce n'est pas le cas et c'est une hémorragie digestive purement basse, et la plupart du temps en urgence, les patients ne sont pas préparés. On ne peut pas faire une endoscopie avec un côlon qui est plein de sang et plein de matière. On fait le scanner. Le scanner, il peut être soit positif, c'est-à-dire il nous montre le site de saignement et l'étiologie de saignement. Le traitement, ça sera artério-embolisation, chirurgie ou endoscopique ciblée, en fonction de la discussion multidisciplinaire. S'il est négatif, le dernier message, il ne faut pas hésiter à répéter les examens, à répéter dans les 24 heures, ces patients ils saignent toujours, à répéter que ce soit le scanner ou la coloscopie. Et il ne faut pas hésiter à revenir vers le scanner si on suspecte vraiment qu'il y a un saignement actif. En conclusion, alors un scanner de première intention pour les hémorragies digestives basses, en deuxième intention pour les hémorragies digestives hautes, en cas d'échec à l'endoscopie, en contexte post-opératoire ou en contexte de pancréatite, il sera en première intention. Très important à réaliser pendant le saignement. L'intérêt, c'est de faire un diagnostic positif topographique et étiologique et d'aider à la décision thérapeutique. Et l'embolisation est réservée aux échecs de traitement endoscopique pour les hémorragies digestives hautes et après consultation pluridisciplinaire. Merci beaucoup, c'était très clair. Des questions? Donc dans la salle virtuelle. Ils sont timides. Juste pour l'embolisation, la voie d'abord, ou vous passez par en haut? La voie d'abord standard, c'est la voie fémorale. C'est une bonne question, puisque si on est devant une hémorragie digestive haute et on veut mettre une voie centrale, bien, il n'y a pas de réanimateur ici. Il faut essayer de nous libérer le scapa droit, puisqu'on travaille dans la voie fémorale droite. Okay. Mais on peut accéder par voie radiale et par voie humérale, surtout pour le transiliaque et l'artère mésentérique. La plupart du temps, c'est très compliqué de les catégoriser par voie fémorale, mais on le fait par voie fémorale. Mais là, le standard, c'est la voie fémorale. Voie fémorale droite. Voie fémorale droite. C'est très compliqué de travailler à la gauche
pour emboliser. Hein. C'est des procédures qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Alors, c'est bien, c'est une très bonne question. On doit mettre une voie centrale ou un cathé artériel. De toute façon, moi-même, si mettre un cathé artériel, je peux piquer à droite. Hein. Je peux piquer sous échographie ou piquer au-dessus. Mais l'idéal, c'est de laisser le scapha droit libre. OK. Si on peut le faire. Si on peut le faire. Parfait. Question? Merci d'aller savoir. Je ne sais pas si Karine, tu veux rajouter quelque chose. On a Karine Cotra dans la salle qui est chirurgien viscéral à la Rosière. Elle va me bombarder de questions. Connue de tous. Pour les hémorragies digestives basses, moi j'aurais tendance à être un peu plus frileuse sur le rôle de l'embolisation. Voilà. Je trouve que c'est plus à risque, avec un risque de nécrose, et que c'est vrai que jusqu'à présent, on va plutôt vers la chirurgie en premier, ce qui n'est pas forcément une bonne idée quand c'est une angiodysplasie, parce qu'on ne sait pas où ça saigne. Hein. C'est quand même assez exceptionnel, les angiodysplasies. Mais après, on va plus facilement vers la colectomie que l'embolisation. Avec toujours, il nous faut une cible, ça c'est sûr, on ne peut pas ne pas avoir de cible pour faire une colectomie. Moi, il m'est arrivé de faire une colectomie droite et puis 15 jours après, ça a harcelé à gauche. Enfin, voilà, ça c'est indispensable. Si on n'a pas de cible, et c'est vraiment le message que je voulais faire passer, Youssef, il ne faut pas hésiter, il faut attendre, il faut que le patient ressaigne et ait un débit suffisant pour que l'angioscan soit contributif. Ça, c'est vraiment. C'est un message simple que je voulais passer, puisqu'on est dans une salle de stade des urgences. Et c'est un peu normal, je ne vais pas dire chic, mais quand on voit un cathé orange ou un cathé rose, c'est bien, puisqu'il faut injecter à des débits très importants. Que ce soit pour les hémorragies digestives, pour l'embolie pulmonaire, pour la dissection aortique, il faut quand même des abords. Normalement, c'est des patients qui sont assez graves, il faut faire des abords. Normalement, il y a 2 abords et des abords de gros calibre. Je reviens juste sur le. Ah, Karine, je voulais te répondre. Je te rappelle. Ouais, je voulais te répondre. Ouais. Je suis d'accord et pas d'accord avec Karine pour 2 choses. Dans les hémorragies coliques, hein, quand on a un saignement actif, la plupart des temps, je suis d'accord, on peut avoir de la nécrose, parce que c'est des patients qui sont polyvasculaires. Hein. Mais techniquement, normalement, il y a beaucoup d'anastomose, à condition que l'embolisation soit faite dans des bonnes conditions. Il ne faut pas aller boucher un gros vaisseau, c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment au site de saignement. Il faut aller vraiment au site de saignement pour emboliser. Il ne faut pas aller rentrer dans l'artère mésentérique qui est boucher l'artère mésentérique. Le patient va mourir de l'ischémie mésentérique. Il faut aller vraiment en distalité, détecter le saignement. Et si on peut le détecter, hein, puisque de temps en temps, on fait l'artériole, on ne voit rien du tout. Hein, mais on ne peut pas emboliser d'une façon empirique, comme pour l'ulcère duodénal. On embolise d'une façon objective. On voit le saignement très sélectif et on l'embolise. Et ça peut donner des très bons résultats. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler en collaboration avec le chirurgien. Il faut que le chirurgien soit derrière, puisque c'est des patients qui risquent de passer au bloc. Par contre, les hémorragies du crâne, sur les angiodysplasies, quand il y a une tumeur et on a un gros vaisseau, on peut le cathétériser de façon sélective, on peut aller emboliser. Mais il faut s'attendre que le chirurgien intervienne derrière pour résister. Oui, mais là, vous rendez service. Ouais, puisqu'ils vont directement voir la lésion, ils vont directement voir la zone. Plus de chance de gagner l'autre conjoint. La zone ischémique, il va rouler. Impossible de trouver où ça saigne pour nous. C'est 4 mm de graine. J'ai fait une fois. C'est très compliqué. Par contre, nous, quand on rentre et on voit le site de saignement, on va essayer d'aller en distalité, de mettre un col, ça va arrêter les vaisseaux. Le patient, s'il va faire un souffrance digestive où il faut aller au bloc, le chirurgien il va ouvrir, il va faire une résection assez codifiée, assez orientée et faire son anastomose dans des enceintes. Normalement, ça règle le problème. Le risque d'ischémie est plus important que le poids. Ça se joue en combien de temps, ça? Ça dépend des questions entre l'endoscopie, la radiologie et la chirurgie. Ça dépend complètement des patients et de leur cinétique et de la cinétique de l'hémorragie digestive. Parce qu'on a des patients qui s'arrêtent de saigner, qui recommencent, qui s'arrêtent sur plusieurs jours, qui sont en salle de réveil. Et puis il y a des patients qui sont en arrêt cardiaque sur une angiodysplasie. Moi, ça m'est arrivé une fois, il était tellement instable qu'on n'a pas pu passer à l'artério, sachant que j'avais une chance sur 1 million de trouver la zone, parce que vous avez une hémorragie dans tout le tube digestif, dans tout le grêle.
J'ai ouvert à un endroit et je suis tombée sur un vaisseau qui saignait, mais ça je pense que j'avais pas le choix, mais ce sera à recommencer. Alors là, je pense qu'il fallait que je joue l'auto ce jour-là. Ouais. Non, en fait, quand les patients sont très instables et tout, il ne faut pas hésiter à pousser les patients au bloc. Hein. On ne va pas pousser un patient instable au scanner ou un patient instable en salle vasculaire. Ça, c'est à proscrire. Mais on ne va pas pousser un patient instable au scanner ou aux salles vasculaires pour emboliser et le chirurgien n'est même pas au courant. C'est puisqu'il faut préparer le bloc et tout. Mais j'ai bien dit, ce n'est pas des patients, on ne va pas dire stables, ils sont au moins stabilisés. Je réponds juste à votre question. La gastro-endoscopie, peut-être, certes, dans les 24 heures, c'est l'idéal. Pour moi, radiologue, faire le scanner au moment de saignement, c'est l'idéal. C'est en ce moment-là où je peux voir le saignement actif. C'est-à-dire, quand on est devant une hémorragie digestive basse, l'hémorragie digestive haute, il faut aller faire l'endoscopie, sauf échec d'endoscopie, sauf contexte post-opératoire, sauf complications pancréatiques. On va faire le scanner. Mais au moment du saignement, on a plus de chances de démasquer le saignement qu'on dort, puisqu'il faut savoir que c'est des patients fragiles qui font des saignements intermittents, c'est-à-dire ils saignent, ils s'arrêtent, il y a un caillotage, après ils ressaignent. Alors si on ne le fait pas à temps, on risque de ne pas voir le saignement. Et surtout, quand on est devant des patients graves, qui saignent, qui ressaignent, il faut savoir éviter les explorations, que ce soit endoscopiques ou radiologiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, pour juste commenter. Les hémorragies digestives hautes, on fait d'abord la fibroscopie et en général, on a quand même le temps de le faire. Les hémorragies digestives basses, je suis d'accord qu'il faut faire le scanner en premier. Comme ce que je disais, la coloscopie, nous, on peut la faire au mieux dans les 12 heures après préparation et souvent, c'est plutôt dans les 48 heures. Donc, il faut plutôt faire le scanner pour voir qu'est-ce qui saigne. Et moi, pour le coup, les textes, en tout cas, d'un point de vue gastro, ils vont plutôt vers l'embolisation en première intention pour les saignements coliques, si c'est visible au scanner, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre la préparation et que c'est en théorie quand même beaucoup plus morbide. Donc nous, on recommande l'embolisation si on voit quelque chose un saignement actif au scanner. Et si on ne voit rien, c'est préparation pour coloscopie. Et évidemment, si patient très instable, c'est chirurgie. On est d'accord. Il n'y a pas de questions. Déborah, j'avais une autre question. Oui. Qu'est-ce que tu penses en fait est-ce que les recommandations sur l'administration des IPP ont changé? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous disent le protocole avec bolus IVSE, normalement, ça ne marche pas et que l'administration en bolus est meilleure. Juste je veux dire, one shoot, par exemple, matin et soir, quoi. Que les IVSE, en fait, ne sont pas efficaces. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah non, ça, je ne suis pas d'accord du tout, hein. Tous les textes disent que les IPP à la seringue sont très efficaces pour les saignements actifs et qui doivent être maintenus 72 heures, même avec traitement endoscopique. Pour ce qui est des ulcères avec risque de saignement, risque de récidive important, donc tout ce qui est Forest 1 et jusqu'au 2B, il faut absolument les IPP à la seringue après un bolus de 80 mg pendant 72 heures. Ça, il n'y a eu aucun changement dans les textes par rapport à ça. La voie orale double dose n'est à mettre uniquement pour les patients pour lesquels il n'y a pas de risque de récidive, donc typiquement l'ulcère qui est déjà en cours de cicatrisation. Il faut savoir que la double dose IV ou la double dose Peros, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, c'est vraiment soit à la seringue électrique en IV, soit en Peros double dose, mais ceux pour qui il n'y a pas de risque de récidive. Double dose. Et globalement, vous les gardez hospitalisés combien de temps? Tout dépend de ce qu'on voit, hein, mais globalement, c'est le temps de la seringue électrique, donc 3 jours. Et puis, s'ils sont stables et qu'ils n'ont pas récidivé, ils sortent avec les IPP Peros matin et soir. Avec la fibroscopie de contrôle, si c'était un ulcère de l'estomac et non pas du duodénum. Ok. Et un test liquide si c'est un ulcère du duodénum. Pardon, je n'ai pas entendu. Et un liquide à distance si oui, bien sûr, oui. Voilà. Ouais.
ne pas oublier. Une dernière question. Vous êtes pour une deuxième tentative d'endoscopie en cas de récidive ou de proposer l'embolisation directement pour des ulcères de Dénoux? Alors ça, c'est plutôt cas par cas. C'est vrai que en général, on fait d'abord une deuxième tentative avec une autre technique endoscopique. Donc, si on a utilisé les clips, eh ben, on utilise la Gold Probe et vice-versa. Parce que quand même, la deuxième tentative permet d'arrêter pas mal de saignements. Après, il y a certains patients où on sait qu'on ne va pas y arriver parce que l'ulcère est vraiment très volumineux ou qu'il est très mal placé et on passe directement la main à l'embolisation. Ou si le patient saigne vraiment énormément. Mais dans une grande majorité des cas, on va d'abord proposer une deuxième endoscopie. Et c'est systématique de mettre des clips quand vous pensez à pousser le patient en salle d'embolisation? Oui, on met toujours un clip à côté de la zone qui semble saigner pour aider le radiologue dans son geste. Ok. Je peux une dernière question? Pour les varices gastriques dans les cas d'hypertension portale, qu'est-ce que vous faites? En urgence? En urgence, on injecte de la colle. Oui. C'est de la colle qu'on met. Même sur les varices gastriques, c'est ligature pour les varices œsophagiennes et colle pour les varices gastriques. Et après, on l'envoie effectivement pour le TIPS dès que possible. Ouais, juste, puisqu'il y a des externes ici, le TIPS, c'est une dérivation pour Tocave. C'est un geste qui elle a bien dit tout à l'heure, c'est un geste de sauvetage. Il y a deux TIPS. Il y a le TIPS de sauvetage, il y a le TIPS préventif. En fait, on va sélectionner, il y a des études américaines qui ont montré, quand on sélectionne un groupe de patients, surtout les child B avec certaines caractéristiques, les child C, qui ont un risque majeur de saignement, on peut proposer un TIPS préventif. Et on a montré que ça a baissé le taux de saignement chez les patients sérotiques. Et le TIPS c'est-à-dire de sauvetage, c'est des patients qui saignent de façon cataclysmique. Et il faut mettre un TIPS, sinon ils vont mourir. Ou des gens qui ont des acides réfractaires, n'arrivent pas à les gérer. On est dans les hémorragies, on parle de ça. Ça nécessite une structure qui est spécialisée, puisque la réanimation doit être vraiment bien suivie derrière. C'est des patients qui font la plupart du temps une insuffisance rénale sévère après, qui font des hypoglycémies sévères, et surtout un patient sur deux qui va faire une encéphalopathie. Alors, il faut une structure qui est adaptée pour prendre en charge ces patients-là. On ne fait pas de TIPS ici, mais on peut le faire, mais il faut vraiment une gestion assez particulière pour pouvoir mettre des TIPS. Ce n'est pas très compliqué, c'est d'aller par voie jugulaire dans une veine suscipatique droite ou médiane, de faire une portographie, de piquer une branche portale, que ce soit droite ou médiane. Il faut faire l'imagerie au préalable, parce qu'il ne faut pas aller piquer une branche portale qui est thrombosée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de thrombose. Ou piquer une branche portale qui n'existe pas, le patient il a un cavernome, c'est impossible. De piquer une branche portale et de mettre une prothèse entre la veine et le porte. Et les résultats sont immédiats sur le plan hypertension portale, puisqu'on peut prendre des mesures en radiologue dans la veine hépatique. On a des mesures qui sont assez importantes avec une pression à plus de 20, plus de 25. Et après, quand on fait le geste, la pression, elle baisse. Et le critère de réussite, c'est que soit elle baisse au-dessous de 12, soit elle baisse au moins 50% de la pression initiale. Mais ça demande une structure spécialisée. Tout à fait. C'est pour ça. C'est vrai que j'ai pas développé trop cette partie-là parce que c'est pas trop ce qu'on fait à la Riboisière, mais effectivement, les patients cirrhotiques, Child B ou C12, il faut rapidement les envoyer dans un centre expert pour qu'ils aient un TIPS dans les 48 heures après la prise en charge de leur rupture de varice œsophagienne. Et c'est des patients qui vont faire une encéphalopathie, c'est très fréquent. Alors vraiment, l'arrière derrière, c'est très important. Et merci à tout le monde. Je peux prendre ma...